Bonjour, Anne Savignon du syndicat départemental d'énergie de la Nièvre. Donc c'est un syndicat qui recoupe plein de compétences. On peut dire qu'au niveau national, c'est un des 10 syndicats un peu les plus dynamiques, puisqu'il y a aussi un service déchets ménagers, au-delà du service historique des réseaux, etc. Il y a un service équipement, architecture, maîtrise de l'énergie au sens général. Donc la Nièvre, c'est, pour resituer aussi le contexte, c'est 220 000 habitants. Donc voilà, c'est un département très rural, donc je voulais insister sur les caractéristiques rurales de la précarité énergétique. En 2014-15, on a réalisé une stratégie départementale co-portée par le département et le syndicat donc départemental d'énergie, avec le soutien de l'ADEME et de la région, qui nous a permis de nous projeter, de faire déjà un état des lieux, un diagnostic. Donc dans ce cadre-là, notamment, on a réalisé une étude sur la précarité énergétique. Vous verrez tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui on dispose de statistiques et d'une cartographie qui sont vraiment très évocateurs et très parlants. Donc c'est un très bon outil, effectivement, la cartographie, pour interpeller notamment les élus et faire prendre en compte, en considération cet enjeu de la précarité énergétique. C'est vraiment très parlant. La stratégie énergétique nous a projeté période 2025-2030 au travers d'un programme d'action et une stratégie. Et en fait, on s'aperçoit que dans notre département, la première des priorités, c'est le logement, et notamment le logement des particuliers. Et de fait, la précarité énergétique a bien sa place dans la stratégie énergétique. Donc notre département rural, caractéristique, un département donc situé dans le centre de la France, donc avec un bâti essentiellement composé de maisons individuelles, de grandes maisons, maisons anciennes avant 1949 pour la plupart, très énergivores. 66% donc du patrimoine privé et dans les classes, vous le verrez un petit peu tout à l'heure, je représenterai au travers de la cartographie. Un climat qui est froid et humide, surtout cette notion d'humidité, je crois on parlait de confort, on le verra tout à l'heure. Regardez, l'hiver dernier, il n'a pas fait froid, par contre on a arrêté le chauffage très tard, on a eu du vent, on a eu de l'humidité, donc les gens chauffent. Donc effectivement, même si on n'a pas une période très froide, on consomme. Sans parler de l'été maintenant avec les clims, etc. Enfin voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Un mix énergétique contraint parce que département rural, les réseaux gaziers ne concernent qu'un petit tiers de notre département. On a en fait à l'ouest le Val-de-Loire qui concentre la plupart des villes, au centre c'est du rural diffus et à l'est le Morvan. Donc dans le Morvan on chauffe au mieux au bois, sinon la double peine c'est du fioul ou du propane. Donc il y a aussi cette contrainte de réseau énergétique. Donc les caractéristiques des logements, j'en ai parlé, grands logements anciens, difficiles à rénover, etc. Une population en grande précarité financière. Donc effectivement, dès qu'on a un petit revenu, malheureusement, on est déjà en précarité énergétique. Alors avec la règle des 10% à prendre en compte, mais surtout la notion de privation, parce qu'on a aussi une population âgée dans notre département, très âgée. C'est des gens qui font partie des invisibles, qui ne sollicitent pas les travailleurs sociaux, l'aide sociale, etc., qui ne demandent rien, mais qui sont en précarité énergétique. Et c'est des gens qui font très attention, qui font attention à leur consommation énergétique, mais vu leur revenu, c'est des gens qui ont froid, etc. Donc cette notion de confort est aussi essentielle. J'entends bien votre question sur la massification pour sortir les gens de la précarité énergétique. Le premier objectif et une des premières réussites, c'est d'améliorer la notion de confort. Donc le fonds petits travaux que je vais vous présenter est aussi un atout pour ça, une solution. Ça ne règle pas tout, mais c'est déjà important, déjà ne serait-ce que psychologiquement. Alors pourquoi on s'est engagé dans cette direction ? Le syndicat départemental, depuis 7 ans à peu près, cofinançait le FSL, dans une moindre mesure, mettait chaque année 30 000 €. Et là aussi, comme ça a été dit très justement tout à l'heure, c'est un puissant fonds parce que chaque année, il faudra redonner de l'argent. Ce sera de pire en pire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on accepte tous politiquement de continuer comme ça, ou est-ce qu'on se dit qu'il faut aller sur du préventif ? Et s'il faut aller sur du préventif, il faut aller voir ce qui se passe, il faut proposer des solutions alternatives. Donc on s'est dit il faut aller sur du préventif, il faut regarder ce dispositif de fonds petits travaux. Et à l'époque, donc c'était en 2011 je crois, j'avais regardé au niveau national, il y avait une douzaine de fonds petits travaux
qui étaient expérimentés, certains qui fonctionnaient très très bien. Donc j'ai fait un peu un travail de veille, je pense notamment au glyphosate. J'ai fait un travail de veille et on a essayé de tirer le meilleur pour nous, pour ce qui correspondait aux caractéristiques de la Nièvre, et de faire un peu notre règlement un petit peu à notre manière. Donc c'est notre propre fonds petits travaux. Alors quand je parle moi de dispositif fonds petits travaux, pour moi c'est vraiment un dispositif, c'est pas que le règlement avec un financement pour faire des petits travaux. Pour moi c'est aussi la détection, les visites, parce que le fonds il n'a pas de sens si vous ne faites pas de visite. Et même pour moi la plus-value elle est presque essentiellement au niveau de la visite en termes de connaissances. Ensuite, c'est une commission qui se réunit tous les mois, donc qui oriente, qui trouve des solutions et qui flèche vers ce fonds petits travaux. Mais la commission est source d'une richesse extraordinaire, commission partenariale. Et puis, il y a le déclenchement du financement via le fonds petits travaux. Alors, pour représenter un peu le diagnostic, donc vous voyez à l'ouest, qui est un peu sur ma cartographie en haut à gauche, un peu en jaune, donc c'est le Val-de-Loire, c'est la plupart des villes, c'est 60% de la population qui se concentre dans cette bande-là. Et ensuite le reste, c'est le centre nivernais et à l'est le Morvan, moyenne montagne. Donc impact précarité très forte. Alors les chiffres, il faut retenir les ordres de grandeur parce que tout le monde a des méthodes de quantification différentes. Bon, nous, c'est Énergie Demain qui avait réalisé à partir de sa propre méthode. On s'aperçoit qu'avec l'Observatoire régional de l'environnement, il y a une autre méthode. Peu importe. À partir de cette méthode-là, nous, ça nous a permis de nous situer, de voir qu'un quart des Nivernais, selon le critère des 10%, mais encore une fois, si on prend le critère de privation, on est bien au-delà. Donc on était là en 2013, un quart des Nivernais sont concernés par cette précarité énergétique. En Bourgogne, on était à 21%. Donc en deçà, et surtout quand on rajoute les déplacements, qui est aussi une problématique essentielle mais dont on ne sait pas bien comment s'y prendre, on est à 23%, mais surtout c'est cette projection 36% en 2020. 2020 c'est demain. Donc plus d'un ménage sur 3, c'est demain. Donc à partir de ces cartes-là, on a alerté les élus du département, des collectivités. Et franchement, la carte, le visuel parle. Donc aujourd'hui, tout le monde diffuse ces cartes. Et tout le monde aujourd'hui est en capacité de reproduire, de répliquer ces chiffres. Et donc ça fonctionne très très bien en termes de stimulation. Donc vous voyez ensuite, on a à l'échelle départementale, donc chacun peut se situer et comprendre l'enjeu. Donc là, je vous indiquais tout à l'heure l'étiquette d'énergie, donc 66% des logements qui est en classe E et plus. Et la contrainte des réseaux, donc le Val-de-Loire qui est très bien desservi au niveau du gaz. Et ensuite, voilà, l'électricité, on retrouve encore de l'électricité, par exemple dans le Morvan, mais je pense qu'en zone de moyenne montagne et montagne, on trouve encore de l'électricité aujourd'hui. Voilà. Donc conséquence, précarité énergétique. Donc on a mis en place ce fonds. On a observé un petit peu ce qui se faisait partout ailleurs et on a créé un propre règlement. Donc le fonds a été initié par le syndicat départemental. Très vite, on est allé voir les acteurs du FSL au niveau départemental qui nous ont dit ça nous intéresse. On avait prévu dans le règlement FSL des mesures préventives, mais rien n'avait jamais été fait. Donc c'était l'occasion d'agir. En parallèle, le service du logement qui appartenait à une autre direction s'est dit nous aussi, on veut créer notre propre fonds, on est intéressés. Bref, aujourd'hui, on a 2 fonds départementaux petits travaux. Donc, pour 220 000 habitants, une INEPSI, on est bien d'accord. Donc, on va essayer de converger et faire en sorte qu'on n'ait plus qu'un fonds. Et rapidement, on s'est dit, il faut qu'on aille à l'échelle locale, encore une fois, pour mobiliser les collectivités. Donc, il faut associer des communautés de communes. Et aujourd'hui, je crois qu'elles sont 6 ou 7 qui nous ont rejoints. Et donc, on a fait un fonds d'intervention qui est modulable. C'est-à-dire que là où les collectivités locales interviennent, on peut aider en règle générale jusqu'à 3 500 € par ménage. Donc c'est un fonds petits travaux. Et on va moduler. Selon qu'une communauté de communes intervient, on ira jusqu'à 95% de l'aide. Donc les 5% symboliques pour le ménage. Et si la communauté de communes n'intervient pas, ça sera 75%. C'est un peu compliqué à monter après administrativement, mais c'est aussi pour pousser les collectivités locales à s'investir. Alors vous le verrez après en termes de coûts aujourd'hui, c'est un fonds qui se met en place progressivement. Entre la détection et le financement, il y a effectivement il faut beaucoup de temps. Au final, les collectivités, ça leur coûte vraiment pas grand-chose. Et elles ont tout intérêt à s'investir dans cet outil-là. Franchement, c'est simple à mettre en place et ça coûte pas grand-chose. Alors, donc c'est un fonds, on a souhaité qu'il soit cumulable avec le PIC départemental et le programme Habiter mieux.
On en reparlera tout à l'heure. Ça permet de financer le reste à charge et c'est un levier extraordinaire. Encore une fois, ça ne coûte pas très cher aux collectivités locales et ça rapporte gros derrière. On a souhaité une souplesse complète, c'est-à-dire que dans les actions qui étaient financées, donc des petits travaux, pose d'isolants, ouvrants, VMC, poêle à bois, etc., on a forcé la main au département pour mettre des 3 petits points à chaque fois, qui est assez rare quand même, pour pouvoir pas s'interdire de financer certains équipements qu'on n'aurait pas vus au départ ou certaines actions, parce qu'après, vous savez, la procédure, c'est relativement long, il faut que ça passe en commission, etc. Donc là, voilà, on a eu gain de cause sur cette notion de souplesse. Par contre, la gestion financière est assurée par le département et ça demande une certaine rigueur, surtout d'échanges entre les différents intervenants. Donc aujourd'hui, on est sur un tableau Excel un peu compliqué. Et pendant de nombreux mois, on a fait de la détection, on a fait les visites et les projets ne sortaient pas. Et tout le monde nous disait, vous êtes bien gentil avec votre fonds petits travaux, mais concrètement, on ne dépense rien, on ne voit rien. Nous, on était déjà très contents des visites, parce que les visites nous ont permis d'enrichir notre connaissance. On s'est rendu compte, par exemple, qu'on avait souvent des demandes de ménages qui occupaient 150-200 mètres carrés à 1 ou 2 personnes. Et ça, c'est le milieu rural, c'est la réalité. La décohabitation, l'âge, etc., c'est une réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est sur des factures astronomiques, même si les gens font très attention. Donc, c'est une réalité. Donc, ces visites, c'est une source de connaissances extraordinaire. C'est aussi l'occasion d'inciter les personnes à réfléchir, repenser leur logement, à se reloger, à voir autrement, à se rapatrier sur 2-3 pièces du grand logement. Donc, c'est après à nous d'être aussi intelligents, énergéticiens, architectes, aménageurs, pour se dire, on fait, nous, en fait, c'était le bon sens rural qui parlait. Il nous disait, les châtelains, autrefois, ils avaient leur espace d'hiver et leur espace d'été. Voilà. Donc, comment, là aussi, on peut innover, réfléchir à ces solutions alternatives. Donc, il y avait plusieurs possibilités et la commission permet d'orienter justement dans ce sens-là. Et donc, progressivement, on se disait, pas trop de travaux, puis tout d'un coup, ça nous est apparu comme ça. Le département a vu les factures arriver. Mais finalement, on a été pris un peu à notre propre piège, mais de manière limitée. C'est-à-dire qu'on n'avait plus assez de crédit. On avait budgété, donc je crois qu'on devait avoir une centaine de mille euros par an. Et finalement, victime de notre succès, on a réabondé avec tous les partenaires parce que finalement, la mayonnaise prenait et ça fonctionnait très très bien. Donc vraiment, derrière le fond, il y a les visites. Et nous, on a fait le choix au niveau des visites. C'est un choix territorial. Que ce soit un conseiller, un énergéticien, nous c'est un conseiller Espace Info Énergie qui fait la visite, donc impérativement, parce qu'on ne veut pas faire 36 visites, on n'en fait qu'une, et on veut absolument diagnostiquer le logement, les équipements. On va sur le comportemental, on va sur les factures, etc. Mais il faut faire un état des lieux précis si on veut, encore une fois, sortir durablement de la précarité, si on veut aller sur des travaux après. Le but, c'est d'aller sur des travaux après. Alors qu'on intervienne en amont d'habiter mieux, ça, c'est pas un souci, parce que moi, je fais confiance dans mes collègues énergéticiens. J'ai une double casquette, c'est un peu particulier. Je suis mi-temps au CIEN et mi-temps, je suis responsable de l'Agence locale de l'énergie. Donc, j'ai mes conseillers Espace Info Énergie et ça facilite, on va dire. Mais voilà, ça a été intelligemment monté, je le prends comme ça. Donc du coup, les conseillers Info-Énergie ont une bonne vision. Alors on disait tout à l'heure comment on fait le suivi, etc. Le CIEN, lui, pour sa part, il a embauché une ambassadrice de l'énergie. Là aussi, je fais passer le message pour les collectivités, ça coûte pas cher. Emploi d'avenir, aujourd'hui, ça coûte vraiment pas cher. Comment on essaye de voir après l'impact sur les travaux? Vous faites un suivi conso. Donc l'ambassadrice, ça lui prend 3 jours de temps par mois. Elle rappelle, après la visite, tous les ménages qui ont souhaité rentrer ou qu'on a forcé un petit peu à aller vers ce suivi conso. C'est aussi l'occasion de reprendre le contact en disant, avec vos petits travaux, vos demandes de devis, vous en êtes où? Parce que le suivi, c'est essentiel. Donc, on garde le contact, le lien. Et c'est merveilleux d'entendre le ménage dire, plutôt qu'on dise au ménage, vous allez économiser 10 euros, 15 euros ce mois-ci. Je peux vous dire que les gens, ils se sentent vraiment, ils s'approprient la démarche, ils adhèrent et du coup, ils s'impliquent. Donc, c'est pas neutre. Donc, vraiment, il y a voilà. Donc, cette visite, elle est faite par le conseiller Info-Énergie qui forme l'ambassadrice. Et nous, on a souhaité aussi impérativement qu'elle se fasse en binôme avec le travailleur social.
parce que travailleur social, le champ social, c'est pas notre métier, c'est une compétence. Nous, dans le département de la Nièvre, les travailleurs sociaux ne se déplacent plus à domicile, ils reçoivent donc dans un bureau, ils savent absolument pas ce qui se passe du tout, et mes collègues reviennent, d'ailleurs on fait des séances de psychologie, de débrief derrière, catastrophés, logement indécent, le gamin de 8 ans qui a la cigarette à la bouche, le matelas, enfin je vous en passe, et des meilleurs, logement insalubre, indécent, etc. C'est aussi l'occasion de repérer et de réorienter vers le logement indigne d'ailleurs. Donc on veut qu'il y ait ce binôme travailleur social. Les travailleurs sociaux s'impliquaient beaucoup au départ. Aujourd'hui, ils ont tendance un peu à décrocher parce que c'est assez chronophage. C'est aussi une question qu'on pourra se poser d'enjeu. Donc pour faire adhérer, on a réuni un certain nombre de partenaires pour l'enjeu. Donc 225 000 € programmés aujourd'hui. Sur 2 ans et demi, le temps que la mayonnaise prenne vraiment, c'est pas très 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 coûteux. Les réponses apportées, donc on a le diagnostic, on pose le kit, les conseils, l'optimisation de son abonnement, etc. On en a parlé tout à l'heure, mais surtout la commission fonds petits travaux. On s'aperçoit que les visites à domicile via le fonds petits travaux ont permis de détecter des dossiers Habiter mieux en grand nombre. On permet de cofinancer, donc de financer le reste à charge, parce qu'Habiter mieux, même si on peut aller à des taux de subvention extraordinaires, il y a toujours ce blocage du reste à charge. Il y a aussi le blocage de l'avance de subvention. Donc nous, sur le fonds petits travaux, on essaye avec le département d'être très réactif et de payer rapidement. Par contre, il y a des nouveaux chantiers qui sortent de cette approche-là, notamment le fonds petits travaux. On est en train de monter un programme départemental. On peut aider les locataires. On peut aider aussi tous ceux qui ne sont pas éligibles à Habiter mieux parce qu'ils ne rentrent pas dans les 25% ou pour d'autres critères. Donc ça, c'est très bien. On emmène tout le monde. On travaille avec les propriétaires bailleurs publics. On ne finance pas leurs travaux, mais on leur dit attention, ventilation bouchée, cassée, thermostat cassé, etc. On contacte les propriétaires bailleurs privés. Alors, tout l'enjeu de la médiation, là, c'est très, très compliqué. Quand c'est nous qui écrivons aux propriétaires bailleurs privés, ça ne fonctionne pas. Quand c'est le département, ça marche mieux. Donc, c'est bien. Les enseignements, donc, pour répondre à votre question, malheureusement, pas une massification. Au départ, on s'était dit, on va faire des 100 et des 1000 de visites, on va financer, etc. Non, on va être dans le qualitatif. C'est très, très riche d'enseignements, encore une fois, mais voilà, comment on démultiplie, comment on va plus loin. On connaît mieux la réalité. Tous ensemble, collectivement, même les travailleurs sociaux, ça leur a apporté beaucoup. Ils étaient désarmés face à la précarité énergétique, ils n'avaient pas d'outils, donc ça c'est quand même quelque chose de positif. Encore une fois, la visite ne fait pas tout, il faut aller sur les travaux derrière, soit des petits travaux. Poser de la laine de verre à minima, ça coûte pas cher, franchement. Après, on peut poser d'autres matériaux. On peut, au pire, emmener vers aussi le programme 1 € pour les combles, etc. Il y a plein de solutions et c'est à nous, justement, c'est assez chronophage, mais c'est à nous de monter cette mécanique-là. C'est la question du suivi qui est importante. Donc, on a créé d'autres chantiers au fur et à mesure. Aujourd'hui, donc, le fonds d'avance, on réfléchit éventuellement à un fonds participatif. Pourquoi donner aussi à des grandes entreprises, enfin des associations nationales, etc. Pourquoi on ne créerait pas un fonds local ? Cet argent permettrait de financer des petits travaux locaux, etc. Là aussi, ça a du sens et de la citoyenneté. Donc les résultats longs à aboutir, ça effectivement c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Il faut le savoir dès le départ pour ne pas être trop déçu ensuite. Ma question c'est, est-ce que la précarité énergétique va un jour être intégrée dans la fiche de poste des travailleurs sociaux ? Alors quand on a un profil CESF, on a une formation et en général c'est des professionnels qui sont très tournés vers cette question-là, très très ouverts. Les autres travailleurs sociaux c'est plus compliqué. Moi, franchement, je pense qu'au niveau national, il faudrait qu'il y ait une obligation aujourd'hui d'intégrer cette notion de précarité énergétique dans l'action sociale, véritablement. La question de la gouvernance, des partenaires, comment on mobilise ? Il y a des partenaires qu'on n'arrive pas à mobiliser. Alors, c'est propre aux personnes, je pense. Par exemple, nous, la CAF, ils font plein de choses sur la précarité énergétique. En réalité, non. La MSA intervient beaucoup, l'UDAF, les travailleurs sociaux, ça dépend des personnes et des territoires. Voilà, c'est très 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 variable, mais ça c'est français, je dirais que c'est mondial malheureusement. Donc le SLIM, aujourd'hui en 2015 on a raccroché le SLIM, c'est vraiment, je vous invite tous à candidater pour la prochaine candidature au printemps. C'est vraiment un outil très 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 bien. Et puis encore une fois, merci au Claire pour tout le travail qui est fait, je ferme la parenthèse.
Et puis le facteur favorable, c'est vrai que le syndicat départemental a initié les choses, parce que c'est pareil, nous on a un directeur adjoint qui est très très dynamique, très volontaire, proactif, qui dit on ne peut pas rester comme ça les bras croisés, il faut qu'on agisse. Alors ensuite, on est tous, on se met autour d'une table et collectivement on essaye d'être intelligent et d'apporter les réponses. Voilà, on relève les défis et on essaye à chaque fois. Alors c'est pas facile, on se heurte à des portes, on se heurte à des difficultés administratives, à des personnes qui ne veulent pas, ou des chasses gardées. Alors dans le domaine de la précarité énergétique, ça me fait hurler, ou même dans le domaine tout court de la précarité, mais enfin vous le savez quoi. C'est mon domaine, c'est ma clientèle, c'est voilà. Donc ça, il faudra casser tout ça si on veut arriver au résultat. Voilà, merci.